Bonsoir, chers collègues. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Jeudis de l'Ordre. On vient de faire un petit calcul rapide et c'est le 16e Jeudi de l'Ordre virtuel. Donc on est très fiers. On vous remercie de votre fidélité. On va parler ce soir médecins, Internet, réseaux sociaux. Je vais rapidement vous présenter quelques éléments, entre guillemets, un peu réglementaires, mais très brièvement, pour donner le plus de temps possible à notre invité de ce soir, qui est Florent Sansini, qui est un médecin influenceur, on peut dire, et qui va nous raconter son expérience des réseaux sociaux. On est vraiment ravis de l'accueillir ce soir et de partager ça avec lui. Donc très rapidement, avec Simon et avec Jacques, on voulait quand même revenir sur quelques aspects qui nous semblaient importants, et notamment une question qui a été posée notamment par l'ordre, c'est-à-dire où s'arrête la communication et où commence la publicité. Vous voyez par exemple que sur cette petite affiche, on peut assez clairement et assez facilement se dire que c'est plutôt de la publicité, mais c'est parfois pas aussi facile que ça. Et il y a eu une levée de l'interdiction de la publicité. Est-ce que c'est une petite révolution finalement? Oui et non, je dirais. Il y a toujours 3 principes que le médecin doit garder à l'esprit. La notion de données confirmées, la notion de prudence et la notion de désintéressement. On en reparlera aussi brièvement sur les rapports avec l'industrie. Il y a une liberté de communiquer, bien évidemment, mais qui doit être uniquement à finalité scientifique, préventive ou pédagogique. On développera ça effectivement avec Florent, loyal et honnête, en ayant le souci des répercussions auprès du public, ça bien sûr, c'est notre engagement, et sans attitude commerciale, là aussi nous y reviendrons. Sur quoi peut-on communiquer? Ça a été bien dit ça par la circulaire du Conseil de l'Ordre, sur les accréditations délivrées par les autorités publiques, sur les formations complémentaires reconnues, sur les diplômes obtenus, uniquement les titres nationaux et les diplômes reconnus par le Conseil de l'Ordre. On vous mettra à la fin toutes les références pour aller voir. Tout ça est très bien fait sur le site du Conseil national. On voit parfois des communications sur des médecins qui se décrètent, entre guillemets, experts, et ça nous paraissait important de préciser là-dessus. Il y a plusieurs types d'expertise. Il y a les experts judiciaires, qui sont nommés par le président de la Cour d'appel. Il y a les experts de sécurité sociale, qui sont chargés de donner un avis médical sur des litiges entre patients et la sécurité sociale. Il y a les médecins qui sont les médecins conseils de compagnies d'assurance, qui sont des experts assurantiels. Il y a des médecins de recours, qui assistent ou conseillent un patient lors d'une expertise, des médecins agréés, qui sont des médecins missionnés au contrôle des fonctionnaires par l'administration ou le préfet, par exemple, et puis d'autres choses un peu plus exotiques, comme les médecins des permis de conduire, qui sont nommés par le préfet, qui ont une formation spécifique pour examiner, le cas échéant, les conducteurs. Sur quoi ne peut-on pas communiquer? C'est aussi ça qui est important. Les notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers. Ça, c'est très clairement établi. Et à la fois, vous verrez que ça existe. Vous avez tous tapé votre nom dans Google et vous avez vu que, de fait, il y a des commentaires de patients. Je dirais, la recommandation, c'est de ne pas, je dirais, surenchérir ou entamer des discussions là-dessus. C'est des choses sur lesquelles le médecin n'a pas à intervenir. Ne pas communiquer non plus sur des photos idéalisées. On voit ça parfois, malheureusement, avant l'intervention, après l'intervention, dans le but de faire croire à une garantie de résultat qui pourrait être péjorative et pour le patient et pour le médecin. Pas de communication sur des éléments comparatifs, sur des délais de prise en charge, des tarifs ou des actes pratiqués par d'autres médecins ou d'établissements. Et puis non plus, pas d'autorisation de faire part de mentions faisant valoir l'absence de plainte de patients, l'absence de poursuites disciplinaires ou de sanctions. Tout ça, vous trouvez sur la page du Conseil départemental de l'Ordre. On a fait un communiqué le 26 mars, si vous retrouvez dans vos adresses, dans vos boîtes de courrier, où on a fait un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est des choses qui sont vraiment pratiques. Donc, n'hésitez pas à retourner sur vos emails ou sur la page du Conseil départemental. On y a rajouté également une notion de ce qui peut apparaître sur les honoraires médicaux, les plaques, les ordonnances, etc. On voulait aborder rapidement le sujet de la place du médecin innovant, puisque finalement, la présence des médecins sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'innovation, et vous donner des petits éléments réglementaires sur éthique et numérique en santé, et effectivement innover en tenant compte du cadre réglementaire.
Que dit l'ordre? L'ordre dit que les nouvelles technologies doivent servir le patient et l'organisation des soins. Donc, on est en termes de santé individuelle, mais de santé aussi collective. La force de notre médecine réside, et l'ordre insiste là-dessus, encore et surtout dans l'analyse individuelle de la situation clinique et du contexte du patient, de sa maladie et de son environnement. Dans un système de santé toujours plus contraint financièrement, effectivement, il faut à la fois innover, mais garder à l'esprit également le coût des innovations. Le risque majeur, c'est ça que pointe l'ordre, c'est l'abandon de l'obligation d'équité de soins, qu'elle soit individuelle ou collective, au seul bénéfice commercial. Et la dimension éthique by design devient le prérequis impératif à ce développement partagé, attendu du numérique à santé. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes. Il faut que dans cette conception, le caractère éthique médical soit directement inclus. Et notre position également, c'est que c'est vraiment en participant à la conception et à l'élaboration de dispositifs innovants, intelligents, que les médecins guideront le secteur industriel plutôt que de laisser faire les lois du marché. Le message derrière, c'est vous pouvez aussi vous impliquer dans la création et dans l'innovation, et ça donnera du sens. Je vous rappelle par exemple le rapport Villani sur l'intelligence artificielle, se titrait « Donner du sens à l'IA », et c'est exactement la même chose. On peut, en tant que médecin, participer et donner du sens à l'innovation en santé, avec bien sûr des contraintes de protection des données et de secret médical qui ne sont pas négociables. Ce que certains ont appelé la médecine d'Hippocrate, écrite là aussi avec ces écritures qui évoquent le domaine du numérique. La dimension humaine de la médecine doit perdurer, elle est à préserver et à défendre. Et bien sûr, là aussi, devant toute innovation, l'information des personnes, des patients, est le préalable à toute utilisation d'un traitement algorithmique, par exemple, qui peut permettre cette information éventuellement d'exercer leur droit d'opposition. Et l'ordre insiste toujours, on est médecin, et on est médecin, heureusement ou malheureusement, tout le temps, même en dehors de l'activité médicale. Mon grand-père, qui était médecin généraliste, disait « médecin, c'est pas un métier, c'est un état ». On est médecin tout le temps, même quand on est en vacances, etc. Vous savez ça très bien. Et donc, les devoirs généraux des médecins s'appliquent donc même aux médecins innovants, avec ces principes de moralité et de probité et de dévouement qui sont à nouveau pointés par le Conseil national de l'ordre comme indispensables à l'exercice de la médecine. Probité, ne pas faire bénéficier d'avantages illégitimes au prix de fausses déclarations. Et ça nous permet de faire la transition avec les relations médecin-industrie. C'est des questionnements de collègues qu'on a assez régulièrement. Donc, on voulait profiter de faire ce petit point rapide. Il s'agit de conventions, d'avantages, de rémunération, de défraiement d'activités de recherche, de dons en espèces ou en nature, de dons aux associations, de dons en termes d'hospitalité ou de financement d'actions de formation. Tout ça existe et est possible, de même que la rémunération de recherche, d'évaluation scientifique ou de prestations de services. La rémunération, c'est une règle mise en avant par le Conseil, doit être proportionnée aux services rendus. De même que l'hospitalité offerte lors de manifestations doit être raisonnable et limitée à la manifestation et à l'intervenant. Vous savez ça très bien vis-à-vis de vos différents déplacements en congrès ou de congrès que vous pouvez organiser. Alors, comment déclarer, puisque c'est une question qu'on a assez régulièrement, le dossier de demande est transmis via une téléprocédure par l'industriel. C'est lui qui doit gérer cette démarche, avec un arrêté du 7 août 2020 qui a fixé des seuils permettant de définir si le dossier était soumis à une simple recommandation ou au contraire à une acceptation ou un refus dans le cadre d'une autorisation. Et ces seuils ont été fixés récemment. Je vous mets ici la timeline de comment ce process se déroule. Ça peut prendre en gros à peu près entre 1 et 2 mois. Donc il faut bien anticiper ça, vous le savez également. Et vous savez également que tout ça est disponible sur le site transparency.gouv.fr où sont identifiés tous les avantages que vous avez pu recevoir éventuellement des industriels. Voilà, je vous ai mis le lien ici, transparence.santé.gouv. Alors, un petit clin d'œil pour dire que l'ordre aussi peut être innovant. C'est ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs mois maintenant. Et on voulait repasser en revue rapidement quelques actions innovantes menées par le CD13. GoMasque, en mars 2020, vous vous rappelez, c'est à la fois très lointain et encore hier. Donc, l'idée, c'était géolocaliser les masques, pré-réserver les masques en ligne et respecter les quotas de dotation. C'est une époque qui nous paraît lointaine, mais je vous rappelle que c'est encore très frais parfois, et analyser les stocks de la région en temps réel et collecter les statistiques et pouvoir faire un reporting au ministère. 20 000 professionnels de santé ont été impliqués dans GoMasque, 2 000 pharmacies en PACA et 500 000 masques ont été distribués en 2 mois à l'ensemble des professionnels de santé.
Un petit mot de My Medical Map, c'est une application que nous avons développée aussi récemment. Vous avez de recevoir et vous recevrez encore des informations là-dessus, qui permet une gestion entre guillemets, mettre le numérique au service de la gestion de carrière, et puis surtout comment trouver un remplaçant ou un successeur. Vous allez voir sur My Medical Map, là aussi vous avez reçu des mails spécifiques et vous recevrez encore des informations spécifiques. C'est très simple, vous loguez, il vous faut votre mail, votre RPPS, vous créez votre compte, remplacé ou remplaçant. Vous pouvez mettre vos disponibilités, les périodes où vous cherchez un remplaçant ou un remplaçant là où vous êtes disponible, et vous allez pouvoir choisir la spécialité, la région, et vous allez avoir une géolocalisation. Donc c'est vraiment un outil de mise en relation directe des médecins qui cherchent à se faire remplacer et des remplaçants qui cherchent des remplacements. Et puis un projet qui est encore en cours, qui est déjà bien avancé, le projet VIF, donc la déclaration numérique des violences intrafamiliales. C'est un projet sur lequel Marie-Dominique a beaucoup travaillé avec Simon et qui avance bien. Donc on aura bientôt également un outil de déclaration en ligne, et c'est un travail qui s'est fait en collaboration complète avec le ministère de la Justice et en particulier à Marseille la procureure. Voilà, je vous ai remis, pour que vous puissiez les avoir à disposition, l'ensemble des références sur lesquelles nous nous sommes basés avec Simon et Jacques pour préparer ce petit diaporama d'introduction. Et voilà pour la partie qu'on voulait vous présenter. Donc je vais, sans plus de transition, mettre le diaporama de Florent et lui demander de venir me remplacer. On est très heureux qu'il ait accepté de faire cette intervention ce soir, et je vous laisse avec lui. Bonsoir à tous et merci. Du coup, je voulais remercier déjà pour commencer tous les membres du conseil de me recevoir ce soir pour pouvoir vous présenter un petit peu mon diaporama. Je suis très touché d'être là et j'espère que le sujet va vous plaire, vous intéresser, et qu'on pourra surtout ouvrir un peu des discussions et des débats qui pourront être sympas. Du coup, pour faire suite à l'introduction que tu nous as fait, donc je vous ai préparé une petite présentation sur Internet et réseaux sociaux. Donc, que peut faire le médecin ou ne pas faire le médecin. Ça, c'était un peu le thème du coup de la soirée. Là, je vous ai vraiment axé sur, j'ai marqué vraiment pratique du docteur Sensini. Donc, je suis le docteur Sensini Florent, je suis médecin généraliste et c'est vraiment ma vision des choses. Je vais vous présenter un peu l'activité parallèle que j'ai par rapport à mon activité en cabinet, et comme ça, pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Je vous ai préparé un petit sommaire. Donc, une présentation de mon activité médicale, une présentation de mon activité de créateur de contenu que je fais en parallèle de mon activité médicale, ma charte que je vais vous présenter également, des petites situations pratiques et une petite conclusion. Pour commencer, je suis le docteur Florent Sensini, je suis médecin généraliste et je suis diplômé depuis 2016 à la faculté de médecine de Marseille. J'ai fait toutes mes études à Marseille, je suis un pur produit du sud-est de la France. Je suis installé depuis janvier 2020 dans la ville de Gréasque. La médecine, pour moi, c'est une histoire de vocation depuis que je suis tout petit. Donc, j'exerce aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous et comme je pense quasiment tous, le métier de mes rêves. Donc, j'en suis très content. Parallèlement à ça, j'ai débuté, en fait, il y a quelques temps, une activité de créateur de contenu sous le nom pseudonyme de Dr Flo. Je suis pas allé le chercher très loin, on m'appelle Flo dans la vie courante, alors du coup j'ai choisi ce pseudo-là. Cette activité en fait de création de contenu médical, elle est venue de la volonté, comme ce que j'ai écrit, d'échanger davantage sur la santé en matière générale. Et en fait, pour tout vous raconter, c'était à une époque où j'étais remplaçant, en fait, où je faisais mes armes en tant que remplaçant, un jeune diplômé, et où je prenais beaucoup de plaisir à expliquer en fait les choses, la santé, les médicaments, pourquoi je prenais en charge de telle manière et pas de telle manière aux patients que je soignais. Et parfois d'expliquer plus que de raison et plus que certainement certains patients venaient chercher comme information. Et ça a pu m'entraîner chez certaines personnes une petite frustration de ma part de me dire je passe du temps à expliquer des choses qui ne sont pas forcément reçues, qui ne sont pas écoutées ou dont les gens n'ont pas forcément d'intérêt. Ils venaient pas voir moi, ils venaient voir leur médecin habituel, ils tombaient sur moi en tant que remplaçant, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas me trouver une tribune où je pourrais en fait tout simplement parler de mes histoires, raconter, expliquer un peu la santé à des gens qui vont faire le choix de venir m'écouter, de me lire. Au moins, je sais que je parlerai pas dans le vide puisque les gens auront choisi de venir m'écouter. Donc est née l'idée de faire de la vulgarisation de la médecine sur les réseaux sociaux de façon à parler en fait à un public de non-médecins avec des
termes qui sont compréhensibles par un public de non-médecins, pour faire en fait une espèce de porte ouverte à voilà comment ça se passe, voilà comment les choses fonctionnent, voilà comment on envisage les choses, etc. Le choix s'est porté sur le réseau Instagram pour le choix d'un média tendance et touchant un public important. Pour être sincèrement honnête, c'est ma compagne qui m'a dit « Choisis Instagram, c'est un média tendance et ça touche un public important. » Du coup, je me suis lancé parce qu'avant ça, moi, j'étais complètement vierge de réseaux sociaux. J'avais même pas de compte sur les réseaux sociaux à titre personnel. Donc, j'ai vraiment une expérience qui est limitée à ce que je fais moi en tant que créateur de contenu. Et ça, c'était en juin 2018, donc c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc, mon compte Instagram compte une communauté, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui nous suivent, d'environ à peu près 60 000 personnes, donc 3 ans après la création du compte. Donc, c'est quelque chose dont je suis extrêmement content, satisfait, même fier, parce que voilà, ça représente quand même des gens qui suivent et qui apprécient le contenu que je fais. Je pense. Je trouvais qu'il était important de faire un début sur qu'est-ce qu'un créateur de contenu. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui vont savoir déjà ce qu'est la création de contenu, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas forcément, qui sont pas forcément à l'aise avec le concept. Donc je trouvais intéressant déjà de repartir de la base. La création de contenu, là j'ai trouvé une définition qui est ce qu'elle est, qui vaut ce qu'elle vaut. Un créateur de contenu est responsable de la création de supports marketing pour un sujet, une marque, afin de communiquer avec un public. Il se spécialise généralement dans un domaine particulier comme la mode, les sciences, la photographie, etc. Et il conçoit un contenu engageant pour un public spécifique. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'un créateur de contenu, ça va être une personne qui va créer soit des vidéos, soit des posts écrits, soit du contenu journalistique, soit du contenu audio. Il y a les podcasts qui se développent beaucoup en ce moment, qui va créer du contenu, qui va mettre en ligne, qui va mettre à disposition d'un public autour d'un sujet précis et qui va concerner le public qui écoute, ou qui lit, ou qui regarde. À la base, c'est un métier. Les créateurs de contenu, ils sont mandatés par des entreprises, par des boîtes pour en fait le côté marketing et commercial. Et en fait, depuis l'avènement des réseaux sociaux depuis quelques années, tout le monde peut se réveiller un matin et se révéler créateur de contenu, puisque finalement, c'est très facile avec les moyens qu'on a maintenant, les smartphones, etc. C'est hyper simple de créer du contenu. Le domaine, moi, que j'ai choisi, bien entendu, c'est le domaine de la médecine, parce que c'est le seul dans lequel j'avais des choses à raconter. Et j'ai étendu ma création de contenu à la médecine purement factuelle, mais aussi au quotidien du médecin. Mon angle, c'était de dire venez vous mettre à la place du médecin, venez passer de l'autre côté du bureau. Et également un petit peu à la vie de famille, parce que ça fait partie d'un être complet. Un autre angle important pour mon compte Instagram, c'était de montrer aux gens que le médecin est aussi, à côté de son activité de médecin, un être humain comme les autres. Et donc, est venu rapidement se coller un peu sur ma tête une appellation d'influenceur santé qui finalement n'est pas si impropre que ça, parce que finalement, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On crée du contenu, on partage des choses et quelque part, par la visibilité qu'on peut avoir, ça induit forcément une influence sur la façon de penser, la façon de consommer de la santé, la façon d'agir. Et c'est un peu le principe de l'influence dans les réseaux sociaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'influence sur les réseaux sociaux, indépendamment de ce côté santé, à la base, c'est en train d'exploser, de se développer comme étant un vrai métier à part entière. Les influenceurs, alors il peut y avoir vraiment toutes sortes d'influenceurs. On peut avoir des influenceurs qui font simplement comme ça un petit peu donner leur avis, partager des choses à titre presque, j'ai envie de dire, familial, confidentiel. Et il y a des personnes qui en font un vrai business, qui en font des vrais empires, à la fois médiatiques et à la fois commerciaux. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre beaucoup d'importance. Donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer, je pense. Moi, ça se déroule sous la forme d'articles écrits qui s'appellent des posts sur Instagram ou de petites vidéos éphémères ou permanentes qui généralement durent 24 heures et qui s'appellent des stories. Là, je vous ai mis en fait un exemple d'un des posts que je fais sur mon compte parce que c'est vraiment une illustration du fond alors pas de commerce, mais du fond d'activité de mon compte Instagram. Donc, un visuel qui donne un titre qui a la qualité qu'elle a, et ça, je vous laisserai en juger. Et ensuite, un texte à côté qui est collé. Alors là, il est long, donc vous prendrez peut-être pas le temps de tout lire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le ton est volontairement assez familier, assez accessible, assez abordable. J'essaye d'enlever un petit peu tous les mots qui soient un petit peu occultes pour le grand public, ou en tout cas de les remplacer pour accéder à une compréhension, même en n'ayant pas fait des études de médecine.
Et il y a un côté qui se veut volontairement, forcément résumé et peut-être parfois à l'extrême parce que c'est le format du réseau qui me l'impose, et par contre qui se veut vraiment assez fun, assez divertissant, assez accessible, abordable. Ce que j'essaye d'éviter au maximum, c'est d'être chiant en fait globalement, pour que les non-médecins, pour que les non-médecins et les médecins, pour que tout le public en fait prenne plaisir à lire en s'instruisant. Donc là, évidemment, vous, si vous lisez ça, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la douleur intercostale, par exemple. Mais par contre, ça peut évoquer des choses aux gens qui ont vécu, ça peut faire découvrir des pathologies à des gens qui ne les connaissent pas. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait vraiment un public friand de ce genre de publication. Ma charte Instagram, c'est un des sujets dont je voulais faire le point de départ pour aujourd'hui, parce qu'en fait, quand je me suis lancé sur ce réseau social, donc comme je l'ai dit au début, je n'avais aucune expérience des réseaux sociaux, et comme beaucoup de monde qui ne connaissent pas, j'en avais très peur. Parce que je me suis dit, le réseau social, ça peut être un monde dangereux, c'est une exposition, c'est voilà. Donc, ce que j'ai eu comme démarche intellectuelle à la création du compte, c'est de m'imposer certaines limites, certaines règles qui semblent intuitives. Et pour autant, quand on est dans le jus, quand on est dans le quotidien de la création de contenu, qui parfois, c'est bien de se les rappeler. Et il m'est arrivé 2 ans après, un jour, d'avoir envie d'en faire un post pour la partager justement avec mes abonnés. Et du coup, j'ai pondu ce post, ma charte Instagram, où j'énonce un peu ces règles-là que je me suis imposées depuis le début. La première, donc, de la publicité, tu ne te feras pas. On l'a évoqué tout à l'heure, l'interdiction de publicité était en cours au moment où j'ai créé mon compte. Pour pallier à cette problématique, j'avais fait un choix à l'ouverture, c'était le choix de l'anonymat. Qui est un petit peu en train de voler en éclats suite à mon intervention de ce soir, parce qu'il y a certains abonnés qui vont pouvoir nous suivre sur le YouTube Live et je les salue. Mais jusqu'à présent, les gens qui me suivent sur Instagram depuis 3 ans ne connaissaient pas mon prénom, ne connaissaient pas mon nom de famille. J'ai aussi fait le choix de, bien entendu, ne jamais communiquer sur mon lieu d'installation ou d'exercice. De toute façon, à l'époque où j'ai démarré, j'étais remplaçant, donc je n'avais pas d'installation fixe. Et quand je me suis installé, j'ai partagé les détails de l'installation, mais jamais le lieu, ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. Il me semble, c'est un point de vue très personnel, que ça ne soit pas forcément une obligation lorsqu'on s'exprime sur les réseaux. Je pense qu'on peut respecter l'absence de publicité tout en affichant son nom propre, etc. Pour autant, voilà, moi c'était aussi une barrière que je voulais me fixer sur le réseau, donc que j'ai utilisé. Le pseudonyme, je trouvais ça un petit peu plus fun, un petit peu plus sympa, donc voilà, c'était plus accessible pour moi. Mais du coup, j'en ai fait mon premier élément de cette charte. D'avis médical en ligne, tu ne donneras pas. Ça a l'air très important et très intuitif comme ça quand on le lit. Et pour autant, tout à l'heure, je vais vous parler d'un exemple et vous verrez que ça peut ne pas être si aisé que ça, parce que finalement, le principe du réseau social, c'est l'interaction directe avec les gens qui suivent. Et il y a beaucoup plus de proximité sur Instagram que, par exemple, quand on intervient sur un plateau télé ou quand on écrit dans un journal. Et cette proximité, parfois, peut être dangereuse pour frôler certaines barrières. On va en parler tout à l'heure. Tes sources, tu vérifieras. Donc ça, je pense que ça semble assez évident aussi pour tout le monde. Quand on prend une parole publique en tant que médecin, que ça soit pour des formations, pour des cours, que ça soit pour faire de la parole grand public, on essaye de vérifier ses sources et de dire des choses qui soient cohérentes. Et pour autant, c'est important de le signaler parce que le réseau social peut aussi être vu comme le recueil un peu de toutes les fake news et toutes les informations un peu fallacieuses qui peuvent circuler, ont comme première tremplin de diffusion, forcément les réseaux sociaux. Donc c'est important de réussir à lutter un petit peu quand on est sur le terrain du réseau social avec justement ces fausses informations qui peuvent circuler. Donc important de vérifier et de sourcer ces infos. Sur les confrères, tu ne taperas pas. C'est présenté un petit peu sympa aussi, voilà, le vocabulaire est volontairement un peu sympa. Et c'est pareil, ça semble évident comme ça, on respecte tous le principe de confraternalité. Pour autant, sur le réseau, avec cette proximité dont on a parlé tout à l'heure, j'ai des exemples que je vous montrerai tout à l'heure, c'est pareil. Ça peut être parfois difficile de ne pas dépasser les limites, mais j'ai envie de dire à la limite de la même façon que parfois c'est difficile quand on est en consultation en one-to-one avec un patient qui nous rapporte des faits. Garder ce devoir de réserve qui nous incombe, parfois c'est pas toujours évident. Donc ça reste des choses effectivement intuitives. La liberté d'expression, tu défendras. Ça, c'est mon dernier principe parce que forcément, les gens peuvent s'exprimer librement sur le réseau social. C'est le principe. Ils peuvent poster des commentaires publics. Et donc, c'est important qu'ils sachent qu'ils puissent être sur un espace de liberté où ils puissent exprimer leurs craintes, leurs doutes, etc., etc.
On est toujours obligé de faire un peu ce qu'on appelle de modération sur les réseaux sociaux parce qu'il peut toujours y avoir des commentaires qui sont ce que moi j'appelle déviants, soit qui soient injurieux, soit qui soient insultants, soit qui soient voilà. Donc on est obligé de faire un peu de modération, mais il faut respecter au maximum ce principe de liberté d'expression parce que c'est le principe même du réseau social en fait. Donc en pratique, on va revenir sur certains points que je viens d'évoquer avec des exemples concrets qui sont issus de mon expérience propre. Tout ce que je dis là, c'est des avis qui me sont personnels et le but de tout ça, c'est de vous amener à y réfléchir et peut-être d'ouvrir le débat parce que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que j'avance et à la limite, ça serait bien. Comme ça nous permettra d'en parler. J'ai parlé les demandes de consultation. Il est absolument évident et obligatoire pour moi de se dire qu'on ne pratique pas la médecine sur les réseaux sociaux. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est très très important. Pour moi, l'activité d'influence santé, c'est pas une activité médicale. Je ne pratique pas la médecine, je ne soigne pas les gens sur les réseaux. Je fais de l'information, je fais de la communication. Maintenant, la difficulté, ça va être de placer la limite de où est-ce qu'on est dans la pratique de la médecine et où est-ce qu'on est dans l'information. J'illustre ça. Là, c'est un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en message privé. Je vais vous le lire parce que je pense qu'il doit être petit, quoique peut-être qu'il se voit bien. C'est un message privé que je reçois dans ma boîte, il n'y a que moi qui le lis, personne d'autre, c'est pas en public. Bonjour docteur, que pensez-vous du vaccin contre la Covid? J'ai essayé de prendre un sujet un petit peu d'actualité. J'ai 48 ans et mon médecin me l'a déconseillé. Là, on est dans les deux trucs, l'avis médical et l'avis du confrère qui est déjà passé par là. J'ai pas répondu sur le moment parce que je suis pas toujours accroché sur le téléphone, parfois je fais d'autres choses. La personne démarre une discussion vidéo, c'est-à-dire elle m'appelle pour me voir en visio, carrément pour avoir la consultation en visio, quoi. Donc je ne réponds pas. Je le fais jamais. Et elle me renvoie un message derrière, cette personne, et j'ai des contraintes professionnelles qui font que je suis obligé, en majuscule, de me faire vacciner, 3 points de suspension, et j'ai très peur. Donc, ça, c'est un message type, comme je peux en recevoir régulièrement, plusieurs fois par jour, en tout cas par semaine, ça c'est sûr, j'en reçois des dizaines. Alors, il y a plusieurs choses dans ce genre de message-là. Déjà, d'une part, je pense que c'est très important de ne pas juger négativement, comme ça pourrait être facile de le faire, la personne qui envoie ce message. Parce que très souvent, les gens qui contactent un médecin affiché sur les réseaux, qu'ils ne connaissent pas, je pense qu'il y a souvent une part de souffrance derrière, de chercher un interlocuteur qui pourra répondre, mais à la fois quelqu'un qui soit pas trop proche de nous. On peut exprimer des choses qu'on n'ose pas parfois exprimer à son médecin, etc. Donc, je pense que ce genre de message, c'est des choses que je reçois toujours avec beaucoup de prudence. Après, là, dans cette demande-là, il y a tout à la fois la demande d'un avis médical, que pensez-vous du vaccin contre la Covid, et la demande de j'ai déjà vu mon médecin qui me l'a déconseillé. Il pourrait être très facile de répondre à cette personne ce que je réponds à mes patients en consultation qui me posent exactement la même question et à qui je réponds sans détour, en donnant des informations sourcées, en donnant mon avis quand on me le demande, en donnant les recommandations officielles, etc. Sauf que là, je ne suis pas en consultation, je suis sur un réseau social. Et donc cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas si la photo qui est représentée, que je vous ai cachée là, est bien la personne en question, je ne connais pas ses antécédents, je n'ai aucune donnée autre que ce message-là. Donc, il me semble que même répondre à cette personne ce que je penserais du vaccin contre la Covid, à la limite, moi j'en pense que, pour moi, ça serait déjà un départ vers franchissement d'une ligne de je donne un avis qui est le mien, mais qu'on me demande parce que je suis médecin. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le début de la pratique médicale? C'est des sujets qui sont, je pense, intéressants des questions qui sont intéressantes à se poser. Moi, je juge que, voilà, je décide de faire un peu l'esquive avec ce genre de message. J'en ai régulièrement, comme je vous ai dit. Et en fait, j'ai rédigé un message automatique qui me fait gagner pas mal de temps également, qui est celui-ci, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le mien. Bonjour, merci pour votre message. Je ne peux évidemment pas faire de consultation ni donner d'avis médical sur Instagram. D'une part, c'est interdit car peu éthique. D'autre part, cela n'est pas préférable pour vous. Sans examen, je ne pourrai vous donner que de mauvais conseils. Je vous conseille d'en parler à votre médecin traitant et en cas d'urgence, de contacter les services d'urgence, le 15 en France entre parenthèses, parce que j'ai des gens qui me suivent à l'étranger. Généralement, avec 99,9% de ces messages, les gens répondent « merci de votre réponse, je vais me débrouiller autrement, etc. etc. » Après, ça ouvre des difficultés et des questions, parce qu'il pourrait y avoir des situations où il pourrait y avoir des personnes qui soient dans des vraies détresses et qui viennent jeter une vraie dernière bouteille à la mer en message privé comme ça. Et la gestion de ce genre de demande directe pourrait être compliquée en termes déjà d'impact sur ce qu'on a, ce qu'on dit. Le moment où on le reçoit, parfois on n'est pas toujours ça m'arrive aussi d'être fatigué, d'avoir un peu la flemme de répondre, enfin, voilà ce genre de choses-là. Et je pense qu'il faut être très 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 prudent avec ce genre de message-là parce que
condamné, rejeté d'un bloc aussi, ça peut faire sentir un nouveau rejet de la part de la personne qui est venue chercher une aide. Et à la fois commencer à aider ou commencer à vouloir dépanner parce qu'on en a la possibilité, etc. Ça peut devenir très dangereux selon la personne sur qui on tombe. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on dit initialement on ne fait pas la médecine sur Instagram, ça semble évident. Pour autant, quand on est dans ce genre de situation pratique, où se trouve la limite, comment ne pas la dépasser, c'est des sujets, je pense, qui méritent d'être débattus. Autre chose, les demandes d'avis sur les confrères. Donc là, voilà, typiquement, il y en avait une dans le message en question. Et c'est pareil, c'est similaire aux demandes d'avis qu'on reçoit généralement très souvent quand on est dans les cabinets, quand on est en consultation one-to-one, et que la personne nous dit, vous vous rendez compte, le spécialiste, il m'a dit ça, il m'a parlé comme ça, c'est inadmissible, il m'a pas reçu, etc. Oui, après, moi je considère, je le fais dans ma pratique courante et je le fais aussi sur les réseaux sociaux, que déjà, je ne suis pas un juge, donc c'est difficile de pouvoir juger d'une situation parce que c'est pas mon métier, que c'est un vrai métier, la justice. Et en plus de ça, que même si je voulais me lancer à juger une situation, on ne juge pas avec un seul des deux parties en présence. Donc même si souvent ces messages-là, ils vont traduire une vraie souffrance de la part de la personne qui va vraiment raconter son histoire. J'ai appelé ça les histoires de chasse. Alors nous, on parle d'histoires de chasse pour nos histoires à nous. C'est vrai que là, c'est pareil. Un peu de leur côté, les patients, ils ont droit aussi d'avoir leurs histoires de chasse. Un médecin qui m'a mal reçu, qui m'a mal parlé, j'ai mal compris, etc. Il n'empêche que déjà commencer à dire « Ah oui, c'est vrai, ça se fait pas », c'est pas grand-chose comme ça, mais tout de suite, ça implique une validation de l'histoire en question. Et ça peut devenir dangereux sur tout simplement le devoir d'équité qu'on a et le devoir de responsabilité qu'on a de ne pas connaître la situation globale, ne pas avoir été là au moment où les choses se sont passées, de n'avoir qu'une seule version des faits qui est forcément orientée quand on nous la raconte. Quand quelqu'un m'énerve, en général, c'est moi qui ai raison, c'est pas la personne qui m'a énervé, même si au final c'est lui qui avait raison. Et donc voilà, même si c'est pas pour dénigrer les choses. Et à la fois, on est toujours en face de personnes qui sont dans une souffrance et qui sont peut-être aussi dans un désintérêt du corps médical ou qui sont dans une perte de confiance de la part du corps médical et qu'il faut savoir aussi ne pas envoyer bouler, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est important aussi de rassurer les gens sur le fait que il peut y avoir des vrais abus dans les deux sens. Et à la limite, ça marche pareil avec les collègues. Quand moi j'ai des collègues qui me parlent d'histoires qu'ils ont eues avec des patients qui étaient agressifs ou qui n'étaient pas communicants ou qui n'étaient pas compréhensifs, parfois j'ai envie de leur dire mais quelle était la situation ? Est-ce que bon après on se permet pas de juger parce qu'on n'était pas là et qu'on ne sait pas quelles sont les raisons qui ont fait que la personne en face a réagi de façon potentiellement agressive. Donc c'est ce que je vous écris là, une seule version des faits et donc un devoir absolu de réserve qui me semble être nécessaire sur les réseaux sociaux. Là, je vais aborder un thème, un sujet qui peut-être va être obscur pour beaucoup de monde parce que c'est quelque chose dont moi-même je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert avec mon arrivée sur les réseaux et ma petite ascension sur les réseaux sociaux, les demandes de partenariat. Tout à l'heure, on a parlé de réglementation en termes de publicité, de commercialité, ça veut rien dire, mais de commerce. Et on parlait beaucoup de publicité du médecin et de produits de santé. Il faut savoir que ça c'est une demande. Il faut savoir que donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'influence sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ils font de la promotion pour des marques ou pour des marques en règle générale, contre rémunération, qu'elle soit par des cadeaux, des avantages dont on a parlé tout à l'heure, soit par des rémunérations pécuniaires. Et du coup, l'exposition sur les réseaux sociaux entraîne une attirance pour les marques qui se disent « je vais pouvoir vendre mon produit grâce à une vitrine publicitaire d'une personne qui est exposée ». Et donc, on reçoit très régulièrement des messages. Là, je vous en ai choisi un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ça explose en ce moment ces messages-là dans ma boîte mail. Alors j'ai flouté tous les noms pour pas faire de publicité. Je me présente, je suis machin de la société Truc et je suis chargé du programme de partenariat pour la marque Untel. Donc déjà, c'est même pas la marque qui me contacte, c'est carrément une société de partenariat qui me contacte au nom d'une marque. On est une plateforme d'affiliation, nanana, et on voudrait vous parler de nos super produits à base de CBD et de plantes adaptogènes. Alors le CBD, depuis que c'est vendu dans le commerce, ils ont investi les réseaux sociaux. Je reçois 20 demandes de pub pour des marques de CBD par semaine, c'est vraiment pas une blague. Et du coup, grâce au marketing d'influence, en fait, ils se font une image positive en fait sur les réseaux sociaux. On intervient là où la médecine échoue, on vous promet telle et telle chose. Et donc forcément ça attire, voilà. Et donc forcément en tant qu'influenceur santé, je pense qu'il y a une attirance de la part de ces marques-là pour me proposer des partenariats.
à moi ou à d'autres, hein, je dis moi, mais enfin, les influenceurs santé en règle générale. Donc voilà, l'activité initiale d'influenceur, elle consiste à faire la promotion de produits, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, j'ai sorti un article du Code de santé publique parce que je me suis renseigné sur ces histoires-là, parce que ça m'intéressait du coup de savoir où se placer la limite. Donc dans l'article R412726 du Code de santé publique, il stipule que un médecin ne peut exercer une autre activité, je parle là de l'activité d'influenceur santé, que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. Donc je pense que c'est très orienté sur les liens avec l'industrie que tu avais évoqués tout à l'heure. Mais là, il y a des vraies questions, je pense, qu'il va falloir se poser parce qu'il n'y a pas de jurisprudence à ma connaissance là-dessus, sur ces questions d'influence à la santé. Je suis allé pousser un peu le raisonnement pour titiller un petit peu la curiosité de tout le monde. Est-ce qu'un influenceur santé sur un réseau social peut promouvoir un médicament ? On peut avoir tous un avis là-dessus. Est-ce qu'on rentre dans les clous de ce que nous dit l'article du Code de santé publique ? Bon, ça semble plutôt évident, encore que on pourra en discuter. Est-ce que ce même influenceur pourrait promouvoir une action de santé publique ? Il y a des budgets promotionnels et des budgets communication qui sont alloués sur les actions de santé publique. On voit des spots publicitaires et des choses comme ça. On pourrait imaginer que ça soit pas bête finalement d'utiliser des influenceurs santé pour promouvoir des actions de santé publique contre rémunération pour l'influenceur. Est-ce que ça serait autorisé par nos textes? Voilà, c'est une question que je lance. Un t-shirt postural, c'est pareil, c'est comme le CBD, j'en reçois toutes les semaines. Ces fameux t-shirts qui permettent de redresser la posture et qui suppriment le mal de dos miraculeusement en le portant. On en reçoit tout le temps. Donc voilà, est-ce que, si je dis mettez ce t-shirt postural, est-ce que je tirerai profit de mes prescriptions, de mes conseils médicaux? A priori non, voilà, la question va être ouverte. Un oreiller, pareil, je reçois 3 demandes, je ne sais pas ce qu'ils ont les oreillers à se faire la pub sur les réseaux sociaux, mais 3 demandes de marques d'oreillers, venez vendre mon oreiller sur votre réseau. Un bijou, rien à voir avec la santé, est-ce que j'ai le droit de faire de la promotion pour un bijou par exemple? Voilà, je pense que c'est des sujets qui sont intéressants, et pourquoi je pense que c'est des sujets sur lesquels j'ai voulu vous alerter ce soir? Parce que, déjà, à mon sens, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, et surtout, c'est un phénomène émergent, mais qui émerge très rapidement, qui a déjà émergé depuis longtemps, qui prend beaucoup d'ampleur. Et on est de plus en plus de confrères et d'autres professionnels de santé à être présents sur les réseaux sociaux, à être visibles sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de praticiens de chaque spécialité qui représentent sa spécialité sur les réseaux sociaux. Et forcément, avec l'arrivée d'une visibilité d'une communauté de plus en plus croissante, ce genre de proposition leur arrive tout le temps. Donc c'est, je pense, intéressant de lancer le débat sur où se place la limite à ce niveau-là. Que m'apporte cette activité ? Parce que c'est quand même beaucoup de temps investi, donc j'ai voulu faire quand même un petit truc pour essayer d'expliquer un petit peu, de vous faire comprendre pourquoi est-ce que je m'investis autant là-dedans. D'abord, dans ma pratique courante, il y a eu énormément d'apports pour moi. Le postulat de départ, c'était de mettre le patient à la place du médecin et de dire « je vais vous montrer, je vais vous ouvrir les portes et je vais vous montrer ce qui se passe de mon côté du bureau ». Et au final, en échangeant, en participant, en discutant, en lisant les retours et les commentaires des posts que je faisais, je me suis rendu compte que les abonnés m'avaient, eux, mis à leur place de patient. Et du coup, me permettent au quotidien de mieux comprendre les attentes des patients, de mieux comprendre les façons de réagir. Parfois, il y a des situations qu'on peut partager où on se trouve un petit peu, on comprend pas les réactions des gens. Et bien, sur les réseaux, parfois, les choses nous sont expliquées différemment, des points de vue différents, et c'est très enrichissant dans la pratique quotidienne parce que c'est une ouverture sur la façon de penser de la personne qui a en face. Et je pense qu'en tant que médecin, on a historiquement cette position un petit peu supérieure qui, à mon avis, tend à se rapprocher pour être de plus en plus une position côte à côte avec la personne en face de nous. Et si on veut être efficace, empathique et à l'écoute de la personne en face, réussir à s'ouvrir sur sa façon de penser, je pense que c'est un bon point de départ. Donc c'est peut-être ma déformation en tant que, en tant que médecin généraliste, mais en tout cas, ça m'a énormément apporté. Je pense que ça a modifié aussi, ou ça a permis de façonner un petit peu ma pratique courante également. Après, j'ai des apports bien entendu dans mon activité de créateur de contenu. Ça m'a ouvert à d'autres opportunités. Alors là, j'ai marqué journalisme. Ça m'arrive de rédiger des piges dans des journaux grand public, chose qui aurait été impensable sans mon exposition sur les réseaux sociaux, et je m'éclate à faire ça. J'ai mis roman, j'ai écrit un livre qui retrace mon parcours, mon histoire depuis la naissance de ma vocation jusqu'à l'installation de mon cabinet médical. C'est une vraie histoire racontée, c'est ma vie, et ça c'est quelque chose qui
qui me faisait fantasmer depuis toujours, mais que j'aurais jamais pu réaliser sans cette activité sur les réseaux sociaux. Et j'ai noté enfin une notoriété du personnage Dr Flo. Alors, il faut savoir que 60 000 abonnés sur Instagram, ça paraît beaucoup, et à la fois, c'est pas non plus énorme, mais ça commence à être quand même... Enfin voilà, je pense que c'est sympa. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quelquefois de me faire reconnaître, par exemple, dans la rue par des abonnés, ou qui m'envoient un message, ou « Ah, je t'ai vu, c'était trop cool, etc. etc. » Ça peut paraître très léger comme ça, la façon de le dire, mais en prenant beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, on peut rentrer dans un véritable star system. Et il y a des gens qui sont rentrés dans un star system, qui ne sont pas forcément du milieu de la santé, mais il commence à y en avoir. Et ce star system, il peut être dangereux à gérer pour la personne qui n'y est pas forcément préparée. C'est une exposition quotidienne à beaucoup de monde. Et de la part des soignants, si on a une... Je pense que si on a un danger de basculer un peu dans d'autres choses à cause de ce star system-là, ça pourrait devenir dangereux effectivement sur le réseau, ça pourrait devenir dangereux en règle générale en tout cas. Voilà, il y a un peu la médaille et son revers. Je pense que voilà, ce sont des choses qui sont en train d'arriver, ce sont des choses qui sont en train de monter et voilà, encore une fois, c'était important je pense d'ouvrir un peu le débat là-dessus. Je sens que j'ai pas été très très clair sur ce dernier point, donc on va pouvoir y revenir si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous donner un petit peu une notion de cette situation-là. Je pense que très bientôt, il y aura des vrais stars, à l'instar de Michel Simès, qu'on connaît tous, qui a une très très grosse exposition médiatique. Alors quand on en cite un, on cite lui en premier. Lui, il n'est pas passé par les réseaux sociaux. N'empêche que du coup, il s'est forgé cette exposition médiatique au fil du temps, au fil des années. Il a du monde autour de lui, il est entouré, il a appris à la gérer. Donc, c'est une belle histoire. Sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Les comptes peuvent prendre de l'importance et de la visibilité en très peu de temps. Et ça peut être dangereux pour certaines personnes. Et là, je sens que j'ai été un peu plus clair dans mes explications que la première fois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci de nous avoir suivis. Et puis j'attends avec impatience de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Et je voudrais remercier énormément Jeanne aussi pour l'aide apportée pour le PowerPoint. On va meubler. Oui, alors je vois des doigts se lever dans la salle. Oui, bon. Si vous pouviez aller poser la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'un appariteur pourrait apporter un micro, s'il vous plaît, pour le monsieur qui est assis là-bas ? J'ai des questions qui sont arrivées. Effectivement, moi, je vais faire la foule invisible. Je vais être la foule invisible. D'abord, un grand merci, Florent, pour ta présentation que j'ai trouvée extrêmement brillante et claire. Et puis, très empathique. Moi, c'est vraiment le mot qui ressort de ce que je viens d'écouter. Très empathique. Tu faisais la comparaison, tu dis qu'il faut se projeter un petit peu dans ce que vivent aussi les patients. Alors moi j'ai des enfants ados, donc effectivement j'étais pas forcément un fan des réseaux sociaux, mais à un moment donné, si on veut comprendre aussi la vie des ados aujourd'hui, on n'a pas trop le choix que d'aller un peu voir ce qui se passe sur TikTok et compagnie. Donc j'ai découvert TikTok aussi pour un peu comprendre mes enfants, mes filles en l'occurrence, et effectivement ça peut aider, je crois, à comprendre aussi le. Et depuis tu décroches plus. Non. Tu scrolles les vidéos en permanence. Tout à fait. Et puis aussi un grand bravo parce que je pense que tu t'es mis cette limite de la charte tout de suite. Donc tu as été, je pense, assez précurseur et assez visionnaire. Et c'est, je pense, beaucoup de ça qui t'a protégé, qui t'a guidé dans la façon de construire l'histoire de ce personnage finalement dont tu parles. Alors j'ai des questions qui remontent. Est-ce que ces histoires de demande de consultation, tu l'as un peu évoqué, mais c'est fréquent? Est-ce que pour toi c'est vraiment fréquent? Oui, c'est tous les jours? Très. Alors après, ça dépend un peu des périodes. Pendant la période de confinement de mars-avril, le tout premier confinement où on était tous confinés chez nous, j'avais 50 messages par jour à peu près de demandes de consultation. Et là, en moyenne, on va dire que je dois en avoir une dizaine par semaine. Vraiment très très fréquent. Parce que aussi je lance des sujets de santé, donc je vais faire un post sur une maladie, donc tous les gens qui vont me lire et qui vont connaître cette maladie vont se reconnaître et vont réagir et vont interagir, et très régulièrement je vais avoir « Ah bah tiens, vous avez parlé de ça, d'ailleurs mon fils machin ». J'ai eu une histoire qui m'est arrivée un jour, j'ai une dame qui a enregistré un vocal de sa fille en train de tousser, et qui m'a envoyé le son en message privé en me disant « Ma fille vient de tousser comme ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, régulièrement, enfin j'ai des choses comme ça. Mais voilà, c'est des choses, encore une fois,
Ben, c'est facile, c'est accessible. Je donne une image d'un médecin qui soit accessible et donc du coup les gens s'autorisent à faire ce genre de choses-là. Je reçois des vidéos de crachats. On m'a craché ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben en fait, je suis en train de manger mon petit-déj, j'ai pas envie quoi. Mais voilà, encore une fois, il faut comprendre les gens dans le sens où il y a des difficultés d'accès aux soins partout. Il y a des gens qui mettent 15 jours pour avoir rendez-vous avec un médecin généraliste. Et donc quand il y a des questions qui sont pas de l'urgence absolue, je comprends qu'on me les demande. Et c'est parfois difficile de se fixer ces limites-là parce que par simple compassion envers les gens, on a envie de dire ce serait mon patient, je l'aiderais. Mais sauf que non, c'est pas mon patient et je peux pas. Et je suis obligé de me tenir à non, je suis désolé, j'ai ce message automatique pour faire comprendre que non. Mais oui, pour répondre à la question, j'en ai plusieurs par semaine, ça c'est sûr. Il y a quelques jours parfois où j'en ai pas. Autre question, est-ce que tu as souvenir d'une réaction, des réactions les plus surprenantes en positif et en négatif que tu aies pu avoir, ou des messages les plus surprenants que tu aies pu avoir, les plus entre guillemets positifs ou les plus agressifs au contraire? Ouais, alors positif, le plus surprenant, c'est quand j'ai des gens qui m'écrivent, ça m'est arrivé récemment, il y en a pas beaucoup, mais genre je suis une groupie parce que je t'ai vu. Enfin, moi, ça me semble hors du temps. Je suis sûr d'ailleurs que la personne qui m'a dit ça suit ou verra en replay. Donc, donc non, tu n'es pas une groupie, c'était un plaisir de te rencontrer. Elle se reconnaîtra. Mais voilà, c'est des choses qui sont surprenantes parce que je m'y attends pas. Enfin, moi, je crée un peu de, voilà, j'écris quelques posts comme ça, sympa en vulgarisant de mon côté, et de me dire, on t'a croisé, j'ai pas osé venir te parler. Ça fait bizarre, voilà. Donc ça fait partie du côté notoriété du personnage. Après, en négatif, bah, forcément, il y a des attaques sur les réseaux, c'est normal. Enfin, c'est normal. Malheureusement, je viens de dire c'est normal. Donc, ça veut dire que c'est déjà rentré dans le truc un peu, voilà. Sous couvert de l'anonymat, les gens se permettent et s'autorisent plein de choses. Alors, ça m'arrive très peu. Et je sais pas, je suis chanceux, je pense, mais ça m'arrive très peu en pratique. Je pense que le choix du média y est pas pour rien. C'est moins déversoir de haine Instagram que d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça aussi que je m'y cantonne pas mal. Mais j'ai eu une fois, depuis 3 ans, le besoin de bloquer une personne, on peut faire ça, l'empêcher de voir et de réagir et de commenter. Parce que en fait, ils n'étaient pas forcément plus virulents qu'un autre, ces messages, mais ils sont arrivés à un moment donné où moi, j'arrivais pas à les recevoir, où j'étais trop fragile par rapport aux messages négatifs qu'on peut voir, parce que ça, c'est une difficulté aussi qu'on peut avoir. On met beaucoup d'engagement, et quand derrière, on se prend des messages négatifs, ça peut être pris vraiment à cœur. Et à ce moment-là, j'étais pas suffisamment armé, c'était au tout début de l'ouverture de mon compte, pour le gérer. Donc en fait, en auto-préservation, j'ai bloqué le truc, et j'ai dit, allez hop, toi, je veux plus t'entendre parler de toi. Et je l'ai jamais refait depuis, parce qu'on se construit aussi mine de rien sur le réseau. Surprenant en négatif, je pense que c'est principalement ça, c'est les messages de haine, quoi. Alors j'ai jamais eu de menace de mort, mais ça va pas jusque là. Mais voilà les petits messages de négatifs, quoi, hein, sur ce que je dis, sur ce que je fais, etc. Autre question que je vois, est-ce que tu as une idée du temps que tu y consacres par jour, par semaine, par... L'appli a une idée du temps que j'y consacre, puisqu'on a des statistiques sur les applications. Au plus fort de mes fréquentations sur le réseau, j'y passais entre 3 et 4 heures par jour. Donc, ce qui est énorme, mais ça va très vite avec Instagram parce que, voilà, tout de suite, on a une pause, on a 5 minutes, on a 10 minutes, on ouvre Instagram, on regarde ton truc, machin, on poste, on machin. Je me suis beaucoup limité depuis. Et le danger et le piège du réseau social, c'est que quand on décide de se limiter, le réseau social nous le fait savoir. En fait, Instagram en particulier récompense beaucoup la productivité, récompense beaucoup la quantité avant la qualité de ce qu'on produit. Ce qui fait que si je lâche un peu et que je n'y vais pas pendant un jour ou deux, je perds en visibilité, je perds en abonnés et je perds en récompenses sur le réseau, parce que c'est ça les récompenses sur le réseau. Et ça peut paraître futile, et pour autant, quand on se lance à corps et âme dans un truc, les récompenses, on les prend, et quand elles s'en vont, on se pose des questions, et ça peut amener à s'interroger sur soi-même, à s'interroger sur ce qu'on poste, sur comment les gens nous perçoivent. Et bon, c'est pas trop le sujet du jour, mais effectivement, ça fait partie des dangers des réseaux sociaux à notre époque. Parce qu'il faut être armé. En étant grand, adulte, on n'est pas toujours armé. Alors les ados, t'en parlais tout à l'heure, c'est pareil. Donc voilà, mais là, actuellement, je dois être à peu près à 1 à 2 heures par jour, je pense. En moyenne. Et est-ce que tu déconnectes? Est-ce que quand Florence Ansigny est en vacances, est-ce que Dr Flo est en vacances? Ça arrive à Dr Flo d'être en vacances. C'est pas tout le temps en même temps que Florence Ansigny, parce que quand je suis en vacances, j'ai plus de temps pour produire du contenu. Donc c'est plus simple. En ce moment, je trouve plutôt un équilibre à l'inverse, c'est-à-dire que j'arrive à produire du contenu quand je suis pas au cabinet.
parce que ça devient difficile de concilier les deux. Mais j'ai un très très bon Mirador à la maison qui m'aide à déconnecter. Et ça, je pense que c'est important. C'est le socle familial qui fait que, en fait, oui, là, je pourrais passer du temps sur le réseau, mais je préfère passer du temps avec la famille, quoi. Donc ça aide beaucoup. Question qu'on a à plusieurs reprises. Est-ce qu'un médecin connecté comme toi fait beaucoup de téléconsultations? Alors c'est extrêmement drôle et ça va vous surprendre. Je me suis multiplement exprimé sur le réseau sur le fait que j'étais contre les téléconsultations. C'est fou, hein, mais comme je disais, moi je consulte pas sur Instagram, je fais pas de médecine pour moi en ligne. Et dans ma pratique courante, la téléconsultation, c'est un outil que j'aime pas beaucoup parce que j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien examiner, j'aime bien palper, j'aime bien, même dans l'échange et dans la communication, dans le langage corporel et dans ce genre de choses-là, il y a énormément de choses qui passent et qui ne passent pas en téléconsultation. Donc j'ai tendance à pas trop le promouvoir ou en tout cas à essayer de m'en méfier au maximum. Après, je suis conscient de l'enjeu majeur que ça a pour le problème de la désertification médicale. Je suis conscient de l'enjeu majeur que ça peut avoir dans certains types de spécialités où c'est tout à fait approprié de faire de la téléconsultation et ça permet de réduire les délais d'attente de certains spécialistes. Mais c'est vrai que pour ma part, personnellement, en tant que médecin généraliste, moi, je n'aime pas du tout cette pratique. Je la pratique quasiment pas d'ailleurs au cabinet. Et je me suis déjà plusieurs fois exprimé contre, ce qui a posé des soucis à des gens qui voulaient le promouvoir et qui pensaient que j'étais un bon fer de lance pour ça, mais en fin de compte, pas trop. Mais ça, c'est très personnel comme avis après. Hein. Docteur Flo, je vais te dire quelque chose qui me touche beaucoup. Tu me parais un médecin en bonne santé, heureux d'agir et d'être actif en permanence. Et ça fait du bien de l'entendre et de le voir. Est-ce que tu en as conscience ? Est-ce que tu as conscience de faire transparaître ce bonheur que tu as et de le donner aux autres ? Le faire transparaître, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai conscience, c'est que j'adore mon métier, c'est que c'est vraiment le métier de mes rêves depuis que je suis tout petit et que je mesure tous les jours la chance que j'ai de le pratiquer. Donc après, si en plus mon exposition me permet de montrer que c'est possible de rayonner en pratiquant ce métier-là, tant mieux. Et c'est chouette si du coup c'est perçu comme ça me fait très plaisir du coup le message que tu me donnes. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc que je ressens profondément, quoi. C'est-à-dire que je me serais pas vu faire autre chose dans ma vie et toujours aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose. Donc ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Une autre question qu'on a sur le forum, est-ce que tu as l'impression qu'avec ton exposition, entre guillemets, tu es devenu un médecin physiquement plus demandé en termes de demande de patientèle ou de demande de consulte? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que j'ai réussi à bien m'en protéger. J'ai eu énormément, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation, de messages de je voudrais prendre rendez-vous avec vous, où pourrais-je vous trouver, etc., etc. Là, pareil, j'ai une réponse type. Je dis, je suis désolé, mais je ne fais pas de recrutement de patients sur les réseaux parce que c'est interdit. C'est vrai que j'aurais pu en parler de ça d'ailleurs, le recrutement de patients, mais ça rejoint la publicité pour moi en fait. Donc, j'en ai eu pas mal. Mais après, je pense pas que ça me permette de recruter du monde par ce biais-là. Après, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont trouvé et qui m'ont reconnu et qui se sont dit, je vais prendre rendez-vous chez lui parce que je le connais, que je l'ai reconnu, mais ils l'affichent pas spontanément en arrivant. Par contre, ce que j'ai eu à gérer, c'est la transition à mon installation de plus en plus de patients qui me connaissent et qui me découvrent sur le réseau ou qui ont vu mon livre en librairie ou qui m'ont découvert sur Insta et du coup de gérer la dualité entre en fait on est des abonnés et on est un patient, quoi. Alors c'est très très bizarre parce que mes abonnés par exemple je les tutoie et je les appelle les loulous, c'est mon petit gimmick. Et la personne que je vais tutoyer en disant mon loulou sur Instagram, quand je vais la voir en consultation, je vais la vouvoyer et on va avoir une relation traditionnelle médecin-patient, quoi. Mais du coup, c'est cette dualité-là, c'est ce gap-là quand le digital rejoint le physique qu'il a fallu que j'apprenne à gérer. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Parce que je pense que les gens qui m'ont reconnu ou qui sont venus en me connaissant, savaient à quoi s'attendre et puis finalement n'étaient pas choqués que en tout cas, j'ai jamais eu de retour négatif de ma position, de ma dualité pour les gens qui me connaissent, quoi. Et j'ai une grande majorité de mes collaborateurs et de mes patients qui savent pas du tout, qui ne savent rien de mon activité de réseau, quoi. Il y a d'autres questions sur le forum. Est-ce que les posts Instagram sont monétisés? Les posts Instagram peuvent être monétisés. Ils le sont pas tous. Il y a des posts qui peuvent être monétisés. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'activité d'influence en fait. Donc les partenariats rémunérés, ça existe. De plus en plus, c'est affiché pour que les gens le sachent. Donc en fait, tout dépend.
Tout dépend parce que ça dépend de l'influence qu'on a. C'est toujours comme ça. Si vous voulez, quand on est utilisateur d'un réseau social, on voit le côté, ce qui nous apporte à nous. Quand on est consommateur de réseau, donc on va chercher de l'information, on va chercher des vidéos sympas, on va chercher de suivre une personnalité. Quand moi j'utilise et que je regarde sur Instagram les posts qui sont publiés. Quand on crée du contenu, on a les deux aspects. On a des créateurs de contenu qui le font au début par passion, par machin, pour partager, pour s'ouvrir, etc., etc. Et au bout d'un moment, quand la visibilité s'accrue, il y a tout un ensemble de marketing d'influence qui se met en place et qui va venir proposer des partenariats, etc., etc. Donc effectivement, c'est sous la forme des posts, des stories. En fait, tout peut être monétisé. Tout ce qui est publié peut être potentiellement une exposition et peut être potentiellement promotionnel, quoi. Et tu l'as bien dit, il y a peu ou pas de jurisprudence sur la publicité, des choses comme ça. Effectivement, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire de la pub pour un bijou qui te plaît dans la mesure où tu n'es pas rémunéré par la société qui fabrique le bijou? Peut-être comme ça que... Ça oui, mais alors je vais aller plus loin. Est-ce que quelque chose m'empêcherait de faire de la pub pour le bijou en étant rémunéré par la marque? J'ai rien trouvé sur la jurisprudence qui nous dise bah non, là vous n'avez pas le droit en fait, puisque on respecte le principe que j'ai marqué tout à l'heure d'indépendance par rapport à mon métier premier. C'est des choses qui n'existaient pas il y a, je vais dire 15 ans, parce qu'il y a 10 ans ça existait déjà, ça commence à venir. Donc c'est des choses qui n'existaient pas il y a 15 ans, donc c'est normal aussi, la loi elle peut pas s'adapter aussi vite que ça, mais du coup je pense que c'est important d'amener ces sujets sur la table de discussion, parce que comme je vous ai dit, des influenceurs santé, et notamment médecins et autres spécialités médicales ou non médicales, paramédicales, etc., il y en a de plus en plus. Et je pense que ça va continuer à exploser parce qu'il y a un public qui est demandeur. Parce qu'il y a un ton qui est volontairement sympa, il y a un ton qui est volontairement familial, on s'attache au personnage, du coup on lit, on écoute et bim, on est influencé sans s'en rendre compte en fait. On en parlait un petit peu avant de commencer. On voit parfois des collègues qui vont poster des vidéos de chirurgie au bloc opératoire, etc. Alors, hormis le caractère, entre guillemets, réglementaire, où il est important de rappeler qu'il est obligatoire, bien sûr, d'avoir le consentement des patients, quelle est ton opinion là-dessus? Je sais, c'est difficile de se prononcer. Moi, ça me fait toujours un peu tiquer. C'est très, très pratiqué aux États-Unis. Les chirurgiens sur TikTok qui font rentrer les gens dans les blocs opératoires, c'est hyper pratiqué. Après, je me dis, ce chirurgien, il va faire un live pendant une opération, une intervention. Si ça se passe mal, si ça part en... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce live va être monétisé? Enfin, ça soulève énormément de questions. C'est difficile. Moi, je peux pas avoir la prétention d'avoir des réponses à toutes ces questions-là. Mais est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il faudrait éviter? Est-ce qu'il faudrait un espèce de CSA des réseaux sociaux? Est-ce que c'est des questions qui sont passionnantes? Et là, j'avoue que je vais botter en touche parce que j'ai pas de réponse. J'ai des avis personnels sur ce genre de pratique-là, mais ça reste mon avis à moi et ça engage que moi, quoi. C'est délicat, hein? Oui, c'est compliqué et c'est que le début, hein, je dirais probablement. Il était derrière le début. Hein. Oui, tu es gentil. On prend le train en route. Est-ce qu'il y a des... Je me tourne vers la salle pour demander... on a épuisé les questions du forum, donc je me tourne vers la salle. Donc je n'en vois pas, donc je vais te rejoindre en respectant les distances de sécurité. Je m'en vais. Voilà. Pour te remercier encore très sincèrement. On était très très heureux tous de t'avoir ici. Et effectivement, je partage avec Jacques l'appréciation du bonheur que tu dégages et de la passion avec laquelle tu fais ça. On vous donne rendez-vous le 18 novembre pour le prochain Jeudi de l'Ordre qui sera sur le thème des exercices coordonnés CPTS, MSP, un sujet important aussi d'actualité avec les docteurs Florence Zemmour, Elsa Di Stefano et Dominique Thierbautran qui viendront nous en parler. Voilà, je vous remercie tous et comme on dit, je vais rendre l'antenne. À très bientôt.